Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de montrer la résolution d'un exercice type dans lequel on étudie du coup un système qui est en chute libre dans un champ de pesanteur. Alors chute libre dans un champ de pesanteur signifie quoi? Cela signifie que le système ne subit qu'une seule force, m fois g, et du coup m fois g, il s'agit du poids. Donc ici dans cet exercice type, on s'intéresse à Roméo qui est devant la maison de Juliette et il souhaite lancer un caillou pour taper la fenêtre et réveiller du coup sa Juliette. L'objectif final de l'exercice est de savoir si le caillou arrivera jusqu'à la fenêtre. Donc il va falloir, pour résoudre cet exercice, établir les équations horaires, c'est-à-dire les équations de x en fonction du temps et y en fonction du temps. Alors pour établir les équations horaires, la méthode est la suivante. Vous allez toujours vous intéresser à la partie dynamique du chapitre P4, c'est-à-dire faire le bilan des forces. Et du bilan des forces, appliquer la seconde loi de Newton. Alors pourquoi appliquer la seconde loi de Newton? Parce que grâce à elle, vous aurez du coup une expression avec le vecteur accélération qui décrit un mouvement, et de ce vecteur accélération, en projetant sous x et sous y, vous allez obtenir les coordonnées de ce vecteur, c'est-à-dire ax en fonction du temps et ay en fonction du temps. De là, à partir de l'accélération, vous pourrez en déduire la vitesse. Pourquoi? Parce que vous savez que l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc là, en fait, vous allez réaliser des primitives, c'est-à-dire, vous allez chercher la fonction v, telle que lorsque je la dérive, eh bien, on obtienne l'expression de l'accélération. De la même manière, une fois que vous aurez les coordonnées du vecteur vitesse, vous pourrez en déduire les coordonnées du vecteur position. Pourquoi? Parce que vous avez appris que la vitesse était égale à la dérivée du vecteur position. Donc Vx est égal à la dérivée de x en fonction du temps, et Vy est égal à la dérivée de y en fonction du temps. Donc à chaque fois, vous allez aussi réaliser une primitive, c'est-à-dire chercher la fonction telle que lorsque je la dérive, je retrouve du coup Vx ou Vy. Voilà. Donc, faisons la résolution. Donc, il est très important quand on a un exercice type de faire une illustration de la situation, chose que l'on vous demandait dès la première question. Donc là, ici, le caillou a été lancé de la hauteur, d'une hauteur h. Donc là, ici, y0 est égal à h. Et le caillou a une vitesse initiale inclinée. Ça veut dire que déjà, vous avez l'habitude avec ce que l'on a fait en cours. Vous savez que Vix, la composante en x de la vitesse initiale, va être égale du coup au cosinus alpha fois Vi, puisque ici Vix constitue le côté adjacent de ce triangle rectangle qui décompose le vecteur vitesse. Et enfin, on peut voir que la composante VIY, c'est-à-dire la composante en Y de VI, eh bien, va être égale à VI fois sinus alpha. Pourquoi? Parce que la composante VIY, constitue le côté opposé par rapport à l'angle. Voilà. Concernant x0, le point initial du caillou se situe sur l'ordonnée, donc forcément, x0 est égal à 0. Pour établir les équations, il faut toujours dans un premier temps établir le système et le référentiel. Donc là ici, le système étudié c'est la pierre, dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ok, c'est notre introduction. Nous allons pouvoir retrouver les coordonnées à x et à y. Pour ce faire, nous faisons le bilan des forces. Et là, chute libre veut dire, dans le champ de pesanteur, qu'il n'y a que le poids. Et d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à ma, c'est-à-dire m fois l'accélération. Comme p est égal à mg,
je me retrouve avec le vecteur accélération qui est égal au vecteur g. Pour retrouver donc les coordonnées ax et ay, il suffit de projeter le vecteur g, qui est toujours vertical et vers le bas, en x et en y. On prouve donc que g de x est nul, car vertical, donc non décomposable sur l'axe des x, et g de y est égal à moins g. Pourquoi moins g? Parce que g a la même orientation, direction que y, mais est orienté dans le sens opposé de y. On en déduit donc que ax est nul et que ay est égal à moins g. Premier point. Deuxième point, on va pouvoir en déduire les coordonnées de vx et vy. Pourquoi? Parce que votre cours P4 vous dit que ax est égal à la dérivée de vx en fonction du temps. Ay est égal à la dérivée de vy en fonction du temps. Or, d'après ce que j'ai résolu précédemment, je sais que ax doit être égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais dériver vx, je dois trouver 0. Cela signifie que vx est forcément une constante. Et qu'avons-nous appris en cours? La constante est forcément la composante de vx à t égale 0. Et on a prouvé sur l'illustration que vx0 est égal à vi fois cos alpha. De la même manière, si je m'intéresse à ay est égal à la dérivée de vy en fonction du temps. Et d'après ma réponse précédente, la dérivée de vy en fonction du temps doit donner moins g, c'est-à-dire moins 10, donc une constante. Donc je vais chercher l'expression de vy telle que lorsque je la dérive, je retrouve ay. Je réalise en fait des primitives. Et du coup, pour donner moins g, quand je dérive, je suis obligé d'avoir la fonction moins g fois t. Et la règle que j'ai donnée en cours, c'est qu'il faut toujours ajouter une constante, parce que la dérivée d'une constante fait bien 0. Ça fait moins g plus 0. La constante constitue toujours quoi? La composante de vy à t égale 0. Donc ici, la constante est égale à vi fois sinus alpha. Je me retrouve avec vy en cours du temps, qui est égal à moins g fois t, plus vi fois sinus alpha. Deuxième point, j'ai bien déterminé les coordonnées vx et vy. Je vais pouvoir en déduire, troisième point, les coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire x en fonction du temps et y en fonction du temps, à savoir les fameuses équations horaires. Alors comment? Vous l'avez compris, le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position. Cela signifie que Vx est égal à la dérivée de x, c'est-à-dire les coordonnées de x, en fonction du temps. Et Vy est égal à la dérivée de y, c'est-à-dire les coordonnées du point en y, au cours du temps. D'après la réponse précédente, je veux que la dérivée de x en fonction du temps soit égale à une constante qui est égale à vi fois cos alpha. On en déduit donc que x en fonction du temps doit être égal à la constante, c'est-à-dire vi fois cos alpha, fois t. Pour obtenir ce résultat dérivé, et qu'est-ce que j'ai appris en cours? Je rajoute toujours, une constante, puisque la dérivée d'une constante, ça va faire 0. Donc ça ferait vi fois cos alpha plus 0. Cette constante constitue x à t égale 0, et pour regarder à quoi est égal x0, je me fie toujours à l'illustration de l'exercice qui montre les conditions initiales. Et qu'est-ce que nous avons dit au début de la vidéo? Que à t égale 0, la pierre est au niveau de l'ordre. Nous faisons de même pour vy. Si je dérive y en fonction du temps, je dois trouver moins g fois t plus vi fois sinus alpha. J'obtiendrai donc y en fonction du temps, qui doit être égal à moins 1/2 de g fois t au carré, plus vi fois sinus alpha fois t. Pourquoi? Parce que si je dérive moins 1/2 g fois t au carré, cela me donne moins 2g fois t sur 2. Les deux s'annulent, je retrouve bien l'expression moins g fois t. Si je dérive vi fois sinus alpha fois t, j'obtiens bien vi
fois sinus alpha. Je rajoute toujours une constante, parce que sa dérivée est nulle, vous l'avez compris, et cette constante constitue les coordonnées en y à t égale 0. Et dans l'illustration, nous avons vu qu'à t égale 0, donc ici, eh bien y0 est égal à petit h. On en déduit du coup cette équation horaire en y de t. Alors pour finir, qu'est-ce que l'on peut vous demander? Les coordonnées de la trajectoire. La trajectoire signifie quoi? Eh bien repérer les coordonnées de la pierre au cours du temps, et donc les coordonnées en y et en x. Donc je veux l'équation de y en fonction de x. Comment faire? Je me retrouve avec un système de deux équations, x en fonction du temps et y en fonction du temps. Il faut que je me débarrasse de petit t. Donc dans la première expression, j'isole petit t, donc je me retrouve avec cette expression, et je l'intègre dans la deuxième expression. Donc ça me fait bien moins de demi-g fois quoi? Cette expression au carré, donc on retrouve ici, plus quoi? VI fois sinus alpha fois quoi? T, je remplace par cette expression. Quand vous posez bien le calcul sur cette partie-là de l'expression, nos VI vont s'annuler, et je vais me retrouver avec sinus alpha sur cos alpha, et vous avez appris au collège que sinus alpha sur cos alpha est égal à la tangente, donc tangente alpha. Nous avons donc ici l'expression de la trajectoire. Alors revenons sur la question posée. Si je regarde l'exercice, on me demandait Roméo lance la pierre avec une vitesse initiale telle que VI est égale à 10 mètres par seconde. La pierre atteindra-t-elle la fenêtre de Juliette? Donc je regarde l'illustration. Qu'est-ce que je vais devoir chercher? Je vais devoir chercher la valeur de y telle que x est égal à d. Alors pourquoi x est égal à d? Cela signifierait que la pierre a bien parcouru la valeur de x égale à d, mais je souhaite savoir si la pierre a atteint la hauteur de la fenêtre. D'accord? Donc, je prends du coup l'équation de la trajectoire, et en fait, je vais poser l'équation telle que x est égal à petit d, qui est égal à 2 mètres. Ça veut dire que je veux que le caillou atteigne la maison. Et je cherche quoi? Je cherche la hauteur du coup du caillou atteint, c'est-à-dire la valeur de y. Quand je regarde, je trouve 4,7 mètres en y. Et qu'est-ce que j'ai comme information? Je sais que le bas de la fenêtre est situé à une hauteur de 4,5 mètres et que la fenêtre mesure 1 mètre. Ça veut dire que le haut de la fenêtre atteint une hauteur égale à 5,5 mètres. Donc en fait, la fenêtre est comprise entre 4,5 mètres de hauteur et 5,5 mètres de hauteur. 4,7 mètres est bien compris entre 4,5 et 5,5 mètres. La pierre atteindra bien la fenêtre de Juliette. À vous de faire les autres exercices proposés, en l'occurrence l'exercice 16. Sachez que la seule variante entre les exercices sont les conditions initiales. Si je m'intéresse à l'exercice 16, manquera pas, sur bip bip et le coyote, on s'intéressera à la situation qui est celle-ci, où du coup le coyote est en haut d'une falaise et il souhaite jeter une enclume qui est donc en chute libre, et on souhaite savoir si Bip Bip va se faire écraser par l'enclume. La seule différence, c'est que là, le vecteur initial, la vitesse initiale sera nulle. Donc, j'aurai aucune vitesse initiale en x et en y. Vx0 et vy0 égale à 0. D'accord? Et au niveau des coordonnées initiales, le point initial de l'enclume est à x égale à 0 et z est égal à grand H. À vous de vous entraîner. Bon courage.